Cosa Vostra. Nous, notre vision sur le cookie, enfin la fin du cookie tiers, et d'ailleurs aussi le consentement, ce qu'on appelle le consentless, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de plus en plus d'internautes qui vont ne pas donner leur accord au profilage publicitaire. Schématiquement, pour nous, c'est deux sujets identiques. En réalité, c'est l'adressabilité de notre solution qui est en jeu. Donc, le marché, en fait, est assez dynamique, évidemment, sur cette thématique, parce que ça concerne Gravity, mais en réalité, ça concerne littéralement tout le marché. Tout le marché des éditeurs, ouais. Et pas seulement, je pense que ça concerne aussi les plateformes, oui, peut-être dans sûr. une moindre mesure, mais ça les concerne également. Ouais. Et donc, pour simplifier, pour nous, il y a 3 familles de solutions. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, épisode où nous allons parler publicité et données. Vous le savez, vous le vivez peut-être en tant que média, en tant qu'éditeur, la publicité est une des sources de revenus les plus importantes dans les médias. On en a déjà parlé à plusieurs reprises à ce micro. Et pour qu'une publicité soit efficace, encore faut-il qu'elle soit ciblée. Et pour cela, il faut donc de la donnée. La donnée, c'est or noir au centre d'âpres discussions entre une myriade d'acteurs, d'institutions, un beau sujet aussi de régulation autour de la donnée, la fin du cookie, le consentement, l'importance du log, la suprématie des GAFAM, les enjeux du secteur sont énormes. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Fabien Magalon, le Managing Director de Alliance Gravity. Fabien, bonjour. Bonjour François. Et bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Avant donc de parler de Gravity, ton rôle là-bas et vraiment de publicité de données, toi, t'es un réel expert du sujet. Je regardais ton parcours, tout ton parcours tourne autour des médias, de la publicité et de la donnée. T'es passé chez Microsoft, la Place Média, Facebook. C'est une passion, la publicité chez toi ? Oui, complètement. Ouais. J'ai commencé en 2001 chez advertising.com, qui était un des premiers ad network à faire de l'optimisation automatisée de campagnes, qui travaillait sur les premières campagnes à la performance. Et je suis tombé un peu par hasard là-dedans, pour être honnête, parce que j'étais parti rejoindre ma petite amie qui vivait à Londres, et donc il fallait que je trouve un taf, et c'est les premiers à m'avoir proposé un boulot. C'est souvent comme ça, en fait, tu tombes dans un secteur un peu par hasard au début, et puis en fait, tu te spécialises. Quoi. Ouais. T'es tombé dedans par hasard, et tu t'es pris au jeu. Ouais, beaucoup de chance, parce que je suis tombé chez advertising.com, qui en fait s'est avéré, que je connaissais pas bien sûr, mais qui s'est avéré être... une des boîtes les plus successful du début des années 2000. Ils se sont fait racheter par AOL 400 millions en 2004. Encore aujourd'hui, certains des produits qui avaient été développés par Ad.com, notamment un moteur de décision sur où placer les publicités qui s'appelait AdLearn, est encore utilisé. Enfin, je crois qu'il est encore utilisé. J'avoue que j'ai pas les dernières infos au sein de AOL. Mais gros coup de chance de tomber sur Ad.com très très tôt dans ma carrière, parce que finalement c'est un accélérateur en termes de connaissances, quoi. Voilà, il y a des boîtes quand même qui te permettent de monter plus vite en compétences que d'autres. Ouais, donc t'es bien tombé, et donc resté un peu dedans dans la publicité, et c'est toujours un peu publicité et médias, et c'est ce que ça a été un peu ton fil rouge dans ta carrière après. Ouais. Alors après, c'est vrai que sur l'angle média, je l'ai vraiment pris avec la Place Média. C'est-à-dire que quand j'ai été recruté pour lancer la Place Média, j'ai été au contact de grands patrons de régie média et de grandes patronnes de régie média aussi. Et ça a été le coup de foudre, quoi. Ils m'ont vraiment picousé au sujet de l'importance de l'information, de médias libres, financés, de l'importance du journalisme. Et ça m'a intéressé, j'y ai cru à fond, voilà.
Et c'est vrai que c'est resté tout simplement. Voilà, c'est resté. Du coup, la Gravity, il y a un angle aussi autour de l'importance de la monétisation des environnements premium médias qui m'a attiré. Exactement. Et donc, avant de parler juste d'Alliance Gravity, c'est vrai que tu as un peu ce parcours qui était entre les lignes, un peu entrepreneur, même si c'est pas tes propres boîtes que tu as lancées. Là, tu parlais de la Place Média, il y avait Rubicon que tu avais lancé en France et Gravity que tu as lancé en France. C'était le mec qu'on appelle quand on veut lancer un business de publicité en France. Ouais, mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'ai advertising.com, en fait, ma première boîte, j'ai démarré à Londres, mais j'ai eu la chance avec Vincent Pellilot, Bruno Vanneau, Mathieu Bétraud de lancer la boîte en France. Et en fait, ça a été une expérience assez marquante où on a pris beaucoup de plaisir, je crois, où ça a été un grand succès. Et c'est ensuite un mécanisme que j'ai essayé de reproduire ailleurs. C'est-à-dire que j'avais envie, dans mes choix de carrière, de trouver des opportunités où on me permettait de démarrer des business. J'aime bien cette phase. Et petit à petit, en réalité, j'ai eu de plus en plus de responsabilités. Ouais, voilà, 0 à 1, puis peut-être à 10 ou 100. Ouais, ou 100. Mais la phase de lancement, elle est hyper intéressante. Et effectivement, avec le temps, j'ai eu de plus en plus de responsabilités. C'est vrai que la Place Média, où il a fallu démarrer entièrement la structure, recruter les people, faire le marketing, apprendre à gérer un PNL, etc. C'était hyper intéressant, c'est valorisant aussi, voilà, et je prends beaucoup de plaisir. T'as plein de tâches différentes, etc. Et par ailleurs, je suis assez risque averse aussi, donc ce modèle finalement salarié intrapreneuriat finalement me convient bien. Ouais, c'est parce que t'as trouvé ton sweet spot, comme on dit. Voilà, ça me permet de m'éclater. Et voilà, sans risquer de finir à poil, le comme risque. on dit, ce qui arrive dans la vie d'un entrepreneur. On est bien placé pour le savoir. Et donc Alliance Gravity, donc fait appel à toi. Qu'est-ce que c'est Alliance Gravity? Je l'ai pas dit parce que je voulais justement que tu nous l'expliques. Donc c'est une alliance comme le nom l'indique, mais quand ça a été créé il y a 3 ans et quelques maintenant, 3 ans et demi. Je crois que le lancement officiel c'est 2018, c'est ça. Et donc qu'est-ce que c'est, si tu devais expliquer à quelqu'un qui connaît pas forcément le monde de la tech? Et tu sais, dans Mediarama, je m'attache quand même un peu à vulgariser parce que, en tout cas, je l'espère, il y a pas mal de profils de gens qui évoluent dans les médias. La tech, c'est toujours quelque chose qui est un peu... C'est très technique, ça s'est vraiment professionnalisé. On en avait parlé avec Grégoire Bruni de Criteo. Même moi, j'ai des lacunes. Donc, est-ce que tu peux expliquer concrètement ce qu'est Alliance Gravity et ce que vous faites? Ouais. Donc, Alliance Gravity Data Media, ce qui est le nom complet. la raison sociale complète. C'est une alliance data et média. C'est les 3 mots-clés dans le nom de la boîte. Ça a été créé en 2017, en réalité, pas en 2018. En septembre 2017, même si le lancement commercial a été véritablement effectif en mars 2018. Donc effectivement, ça fait un petit peu plus de 3 ans, 3 ans et demi, effectivement, que j'y travaille avec un collaborateur proche qui a démarré en même temps que moi, qui s'appelle Édouard Le Thor, avec qui j'avais déjà travaillé chez la Place Média, qui a un profil plus ingénieur, qui a démarré directeur produit, qui est maintenant DGA. Et donc, Alliance Gravity, c'est une société, une plateforme qui propose des solutions de ciblage publicitaire à des clients, agences, annonceurs. Et on s'appuie sur un actif data qui est unique, qui est différenciant, qui est massif, qui est créé par la mutualisation des actifs data des 250 éditeurs membres de l'Alliance. D'accord, donc c'est une alliance avant tout, comme son nom l'indique, aujourd'hui 250 éditeurs, alors uniquement éditeurs médias? Non, c'est une des particularités et une des différences, par exemple, avec ce qu'on avait fait chez la Place Média, qui était exclusivement média, et souvent avec une position type fort ancrage offline. Là, on est sur une stratégie d'alliance qui se veut plus large et qui rassemble à la fois des médias, des opérateurs télécoms et des acteurs du retail et du e-commerce. Parce que sur le sujet de la data, même si la donnée média a beaucoup de valeur, elle est très intéressante, on trouvait quand même on pensait qu'on aurait plus de puissance, plus de précision si on allait chercher de la donnée issue également des opérateurs télécoms qui ont beaucoup d'environnements logués, des acteurs du e-commerce qui ont de la donnée intentionniste. D'accord. Donc,
Donc là, je t'ai pas expliqué simplement ce qu'on faisait. Non, mais on va y revenir justement. J'essaye de donc une alliance d'éditeurs de contenu, d'éditeurs de services qui mettent en commun leurs données clients ou utilisateurs. Voilà, donc là, on en est là. Vous collectez cette donnée pour la mettre en commun et la réconcilier. J'imagine on collecte cette donnée au niveau granulaire le plus fin, c'est-à-dire techniquement, on va récupérer des identifiants, un timestamp, une URL, puis quelques métadatas. Donc ça, c'est au niveau page. Lorsqu'on va collecter de la donnée type déterministe, logué, ça va être là encore un identifiant, puis des informations qui peuvent être hébergées sur le CRM du partenaire qui a de la donnée loguée. Ça peut être la catégorie socio-professionnelle, l'âge, le genre, etc. Et effectivement, on mutualise tout ça dans une DMP commune. Dans notre cas, on utilise MediaRhythmix, qui est un acteur français. Vous utilisez leur techno en marque blanche, c'est une instance spéciale ou... MediaRhythmix, c'est une solution de management de data. Ouais, j'avais un peu croisé. D'ailleurs, faudrait que on disait DMP à une époque, maintenant on dit CDP, mais globalement Customer Data Platform ou Data Management Platform. Mais globalement, c'est une plateforme qui nous permet de stocker et de distribuer, de stocker, d'apporter de l'intelligence à la data et ensuite de distribuer cette data sur différentes plateformes d'activation. Et dans notre cas, on est spécialisé sur le display, donc les plateformes d'activation qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des DSP, donc c'est pour acheter des inventaires type bannières, etc. Ou vidéo d'ailleurs, sur les espaces publicitaires des différents membres de l'Alliance. D'accord. Juste une seconde sur MediaRhythmix. Il y avait pas de sens à un moment donné à développer votre propre solution, non? C'est ce que j'imagine. Là, c'est plus l'entrepreneur qui parle, mais vous dépendez d'un outil. Alors, on a fait le choix de travailler pas seulement, en tout cas sur l'infrastructure technologique sur laquelle on s'appuie. On avait le choix de s'appuyer sur des sociétés qui nous sous-traitent, je dirais, la partie complexe de l'infrastructure. Il se trouve que donc on travaille également avec Xandr pour la partie activation. La raison pour laquelle on a fait le choix de s'appuyer sur ces gens-là, c'est que on a préféré se concentrer sur la couche d'intelligence qu'on est capable d'apporter à de la donnée brute. Il se trouve que les deux plateformes, MediaRhythmix et Xandr, ont cette particularité d'être très ouvertes avec des API dans tous les sens. Et c'est la bonne approche, je pense, pour investissement. Mais pour un lancement rapide, parce que pour remettre dans le contexte, on a démarré en 2017, ça aurait pas été réaliste de lancer une activité commerciale en mars 2018. Il avait fallu en plus construire l'ensemble de la techno. Ouais, et puis j'imagine que pour construire from scratch un MediaRhythmix, c'est quelques centaines, voire millions d'euros. Enfin, pour arriver à une solution un peu mature en techno. Quelques centaines de millions d'euros, je sais pas, c'est beaucoup. Centaines de milliers d'euros ou millions d'euros, oui. Pardon, non, pas centaines de millions d'euros. Là, je pense que tu reconstruis un GAFAM. Mais c'était pas la priorité, tout simplement. Voilà, la priorité, c'était construire des offres de ciblage de qualité, répondre à des attentes clients, annonceurs. L'offre commerciale et la collecte plus que réellement l'infra, qui est. Ça a du sens, business, c'était juste pour comprendre. Et je suis pas sûr que ce soit rentable objectivement parce que le ROI, évidemment, on doit rémunérer justement nos partenaires techno, mais à mes yeux, on les rémunère le juste prix pour le travail qu'ils font parce que globalement, construire c'est une chose, mais après il faut maintenir et puis il faut faire évoluer et puis on va en parler, mais le marché il évolue quand même à grande vitesse et je suis content de pas avoir à gérer la maintenance du cookie-less en ce moment et plutôt de laisser ça à quelqu'un qui mutualise ça pour tous ses clients et qui est 100% focus là-dessus. On va revenir, je reviens une seconde en arrière parce que le fonctionnement, j'aimerais vraiment le faire de manière, comme j'aime bien dire, soit à ma grand-mère ou comme si j'avais 5 ans et je sais que pour toi c'est peut-être, ça te paraît évident, mais donc vous collectez cette donnée de tous vos partenaires, vous la stockez donc sur votre plateforme, donc DMP ou CDP. Qu'est-ce qui se passe derrière? Là, c'est votre job qui commence d'aller voir des annonceurs, donc des marques, n'importe quelle marque, en leur disant coucou, nous on a énormément de données. Si tu veux faire tes campagnes de pub, on a un réseau de diffusion où tu passes par une DSP comme tu le disais, et on a de la super donnée, donc viens le faire chez nous.
C'est ça votre le job? Oui, c'est ça. Alors, il y a plein d'étapes intermédiaires, parce que la donnée qu'on collecte, comme je te disais, on la collecte au niveau le plus fin possible. Donc, il y a un premier travail qui, en fait, je pense, est vraiment le cœur de notre valeur, hein, qui est de utiliser toute cette donnée brute et de la transformer en segments de ciblage. Donc, quand on a lancé Gravity, on avait construit un dictionnaire de peut-être 2000 segments de ciblage qu'on avait identifiés comme étant potentiellement pertinents pour l'ensemble du marché des annonceurs. Pour la petite histoire, avec le recul, on s'est rendu compte que finalement c'était beaucoup trop, qu'on pouvait répondre à la majorité des besoins avec un volume plus compact. Et donc là, c'est le travail des équipes de data science, de l'équipe produit qui est dirigée par Edouard, de fabriquer des segments sur les intentionnistes automobiles, les gens qui sont en train de déménager. C'est l'intuition business, ça, c'est-à-dire, donc j'espère comprendre, vous avez énormément de données et voilà, c'est pas juste un annonceur pioche dedans, c'est vous qui essayez d'identifier parmi ces millions d'utilisateurs des segments qui peuvent intéresser des annonceurs. Alors, on va fabriquer des segments qu'on appelle sur étagère, c'est-à-dire qu'on va effectivement anticiper les besoins de nos clients. Et objectivement, il existe des cibles marketing qui sont utilisées à haute fréquence. Dans notre cas, sur toutes les campagnes qu'on commercialise, ce qu'on constate dans la durée, sur plus de 3 ans d'historique, c'est qu'on a 30% de nos demandes qui sont sur des segments âgés genre, par exemple. Donc finalement, quelque chose de relativement simple, ouais. Alors, pas simple forcément à exécuter, parce que c'est pas non plus évident de prédire l'âge et le genre d'un utilisateur à partir de sa navigation. Toujours est-il que c'est quelque chose qui revient fréquemment. Et c'est en ça que je te disais qu'on est passé de 2000 à 750, c'est qu'en fin de compte, il y avait beaucoup de segments qu'on avait créés qu'on commercialisait jamais. Donc, on a créé cette offre sur étagère. Et 2, et ça a été un vrai boost dans le développement de Gravity, c'est on a créé une plateforme à destination de nos clients pour construire des segments sur mesure. Donc c'est une UI assez user-friendly qui permet à nos clients de finalement requêter les bases de données de Gravity pour construire de manière totalement transparente des audiences sur la base par exemple, de recherche de mots-clés, donc de croisement de data, etc. Et donc, un annonceur est capable de le faire lui-même. Vous avez une espèce de petit tableau de bord en interface, comme tu dis, simple, sans connaître de requêtes. Ouais, exactement. Je cherche combien il y a d'hommes tel âge qui habitent Paris exactement, qui veulent acheter une voiture ou qui aiment la voiture en tout cas, ou qui s'intéressent au vélo électrique, qui habitent Paris, qui sont dans telle tranche d'âge. Et une fois qu'on a le résultat, alors je me mets à la place d'un annonceur, on peut cibler cette audience, et c'est ça ensuite ce qu'on commercialise, puisque tout ça jusqu'à présent c'est pas commercialisé, c'est de l'accès à la donnée, etc. Et on la commercialise, donc on va la commercialiser via tous les modèles que le programmatique permet de faire, sur un modèle qu'on appelle Managed Services, où finalement l'agence ou l'annonceur va nous confier les opérations, c'est-à-dire le fait de diffuser la campagne, de l'optimiser, de construire des reporting, etc. Donc un modèle historique, ordre d'insertion, je dirais, de régie presque. De régie. Et on a ensuite les 2 autres modèles. Un modèle qui est un modèle de commercialisation dit plateforme, c'est-à-dire qu'on va louer à nos clients l'accès à notre plateforme au sein duquel la donnée Gravity est exclusivement accessible. Et donc là, les clients, lorsqu'ils ont les opérations en interne, donc ça peut être des annonceurs qui ont développé du savoir-faire trading desk en interne, ils vont pouvoir accéder à notre plateforme d'achat et exploiter gérer entièrement leur campagne, effectivement. Et donc là, on bascule sur un mode de vente qui est un mode de vente type SaaS. Ouais. Et plus récemment, on a développé un 3e mode de vente qui était vachement important, qui consiste à commercialiser pour des clients qui veulent opérer eux-mêmes, mais qui ne souhaitent pas utiliser la plateforme Gravity, qui souhaitent utiliser une plateforme tierce. On a développé avec eux des solutions type commercialisation qu'on appelle Private Marketplace, Deal ID, où finalement on va leur permettre de utiliser notre data, mais sans avoir à exploiter spécifiquement notre plateforme, ou
sans avoir à nous confier pleinement le budget. D'accord, donc différentes manières, mais au final qui se ressemblent d'exploiter cette donnée. Et donc, pour redire les choses simplement, derrière, je suis un annonceur, donc j'ai cette data, donc je peux travailler avec vous de différentes manières. Et après, je vais donc diffuser mes campagnes, que ce soit de la bannière ou de la vidéo, sur le réseau des éditeurs partenaires de l'Alliance ou ailleurs également? Ouais, bonne question. Non, alors, c'est une de nos particularités, effectivement. On diffuse exclusivement les campagnes sur le réseau des 250 éditeurs partenaires de l'Alliance. D'accord, pour des questions un peu comme on dit, de brand safety, ou parce que c'est un truc un peu dans l'ADN d'Alliance Gravity, en se disant on fait ça entre nous, mais avec un entre nous un peu élargi, 250, c'est pas rien évidemment, mais pourquoi le faire que dans ce réseau-là? Parce que tu as tout à fait raison, parce que on veut aussi garantir aux clients un environnement de diffusion qui soit brand safe, brand suitable, qui soit valorisant, rassurant. Et la liste des éditeurs qu'on rassemble autour de Gravity, ils ont cet ADN commun d'être, comme on dit, premium. Voilà, c'est quasiment uniquement des marques statutaires, immédiatement quelques-unes, peut-être historiques. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas démarré à 250 il y a 3 ans et demi. Non, c'est juste. Alors, il y a 2 statuts au sein de l'Alliance Gravity. On est actionnaire fondateur ou alors on est membre de l'Alliance. Donc, il y a 9 groupes qui sont actionnaires fondateurs et il y a 26 groupes qui sont membres. Et c'est la somme de ces 35 groupes qui ensuite eux-mêmes sont propriétaires de plusieurs éditeurs. Et donc, la somme représente environ 250 éditeurs. Donc, je peux pas tous te les citer, non, objectivement. Évidemment, il faudra faire un épisode spécial. Même l'exercice de citer les 9 actionnaires, ça me met en danger parce que je vais toujours en oublier un. Mais globalement, il y a parmi les actionnaires fondateurs, les Échos, Lagardère, Solocal, le groupe SFR, Next, Amaury Media, Prisma Media, le groupe M6, quelques éditeurs de la PQR qui sont rassemblés sous un organisme qui s'appelle Gamma. Oui. Voilà. Donc, je les ai peut-être tous cités. Bon, et sinon tu dis voilà, liste non exhaustive, comme ça, tu te back vis-à-vis de tes actionnaires. De toute façon, après, j'imagine sur le site ils sont tous cités, donc une belle typologie quand même d'éditeurs. Oui, bah c'est là pour le coup, ça regroupe toutes les typologies d'éditeurs. Donc tu vas avoir effectivement là, on a vu de la PQN, télé, du lifestyle magazine, la PQR, PQR, du effectivement, service Solocal, tu dis, Weekly, du telco, SFR, t'as dit? Ouais, bien sûr, SFR, Altis. Mais sur l'environnement média, tu vas avoir de la télé, du PQN, PQR, du Weekly Magazine, de la radio, et sur effectivement, ensuite, t'as les telcos, bon, qui apportent énormément de valeur sur la donnée déterministe, Orange SFR, et les acteurs retail e-commerce. Ouais. D'accord. Comment c'est né ce projet? Parce que donc là, grosse alliance, j'imagine tous ces gens-là n'ont pas forcément l'habitude de se parler ensemble. Comment, en une minute, la genèse de ce projet, ça répondait à quoi? Il y avait une problématique, il y avait des environnements pas safe. C'était quoi la genèse du projet? Non, la genèse, c'est... C'est vrai que je dis toujours la genèse, on dit la genèse. Ouais, on dit la genèse. Ouais. Bon, bah voilà, je fais combien coup pas. Je crois. Je crois. La genèse, c'est je dirais que c'est l'observation. Bon, c'est toujours pareil. Hein, c'est le marché de la pub. Il se concentre. Voilà, il se concentre sur le duopole, les acteurs transnationaux. Donc ça appauvrit le reste du marché. Tu l'as dit en intro, la pub c'est un des principaux leviers de monétisation des médias. Donc ça met en péril le business, enfin les modèles d'affaires des médias. Donc l'idée initiale, c'est une idée qui a été portée par Lagardère et Groupe Les Échos à l'époque. Initialement, c'est eux deux qui ont lancé le projet, qui ont construit un POC ensemble. Et l'idée de base, c'était de dire quels sont les facteurs clés de succès des acteurs dominants du marché. De manière simplifiée, les 3 facteurs clés de succès, c'était la scale, la qualité de la data et, je dirais, un focus, et des technologies supérieures. Et l'idée de Gravity, elle est simple, elle est de dire, est-ce qu'on est capable de reproduire ces facteurs clés de succès? Est-ce qu'on est capable de s'inspirer des acteurs dominants pour construire une offre qui puisse proposer des solutions à parité ou supérieures à celles des géants transnationaux? Et donc, la seule manière
d'arriver à une scale suffisante, à un volume de data qui permette ensuite de créer une donnée précise, et at scale également, c'était une stratégie d'alliance, et une stratégie d'alliance qui rassemble très largement au-delà justement de l'environnement média. Le twist de Gravity ensuite, c'était de se positionner sur la différenciation brand safety, environnement rassurant, valorisant, etc., qu'on a évoqué tout à l'heure. Qui a un vrai plus par rapport... qui est un élément, effectivement, différenciant. Dont tu parles, donc on parle des GAFAM, en l'occurrence Google, tu parlais du duopole, c'était Google, Facebook... Ouais, Google, Facebook. Et Amazon aussi, hein, alors, enfin, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai un article du Wall Street Journal je crois qu'ils prennent 10% maintenant, ils représentent 10% du marché publicitaire. Ouais, bien sûr. Bah, je pense qu'on pourrait dire objectivement les plateformes en général, l'ensemble des walled gardens qui sont en train de se créer, parce qu'en réalité, au-delà, derrière Google, Facebook, il y a d'autres réseaux sociaux qui se développent, qui sont en train de devenir très puissants. Et donc oui, il y a quelque part un élément différenciant. Vous, c'est le côté un peu brand safety, tous ces éditeurs premium, c'est quand même pour une marque, c'est quand même quelque chose qui un vrai élément différenciant. Bah, a priori, oui. A priori, c'est assez extraordinaire de pouvoir proposer la scale des grandes plateformes, la diversité et la qualité des data des grandes plateformes, mais de les proposer dans un environnement de diffusion qui est beaucoup plus rassurant et beaucoup mieux maîtrisé, parce qu'il est éditorialisé. Et ça marche? Au-delà de la techno, hein, j'imagine que la techno, au bout de 3 ans et demi, ça doit fonctionner, mais je sais pas si vous communiquez sur le chiffre d'affaires, sur les résultats, la progression. Ouais, alors on est, enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, en tant que gestionnaire de la structure, je suis très content. Je suis très content de la progression parce que on finit 2020 en flirtant avec les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est notre 3e année pleine. On est en croissance year-on-year de 20%, sur une année qui était quand même pas facile. Ouais, c'est clair. On va en parler rapidement après, mais année de crise sanitaire qui a durement impacté la publicité et les annonceurs. Surtout au premier semestre. Ouais. Surtout au premier semestre, parce qu'il y a eu un bon rattrapage sur le second semestre, heureusement. Et notre prévision... pour l'année qui vient, enfin pour 2021, l'année dans laquelle on est, c'est jusqu'à 40% de croissance year-on-year. Mais prudence, parce que c'est une année qui va être compliquée aussi au-delà de la crise sanitaire sur notre marché, parce qu'on va en parler, je crois, tout à l'heure. Il y a des évolutions structurelles sur le consentement, sur l'accès aux cookies tiers, qui peuvent impacter notre modèle d'affaires. Voilà, donc on est hyper attentif à ça pour continuer notre progression. Mais ouais, c'est assez rentable, en croissance, vous recrutez. Ouais, alors on est rentable, en croissance, on recrute. Alors évidemment, vous n'êtes pas sur des niveaux de chiffre d'affaires où vous mettez en frontal, etc. Mais en tout cas, vous êtes en train de montrer qu'il y a une possibilité de... En tout cas, on trouve une place sur le marché. Ouais, voilà. Vous trouvez votre place sur le marché. Et donc tu t'en parlais, et c'est une super transition. Là, c'est le moment où je devrais mettre un jingle transition sur la deuxième partie, qui est effectivement autour de... Là, on vient de parler un peu vraiment de vous, Gravity, mais il y a l'écosystème effectivement qui évolue beaucoup. Tu le rappelais, donc il y a la fin du cookie tiers. Donc c'est vrai qu'on dit souvent la fin du cookie. C'est pas la fin du cookie, c'est la fin du cookie tiers, c'est-à-dire celui qui permet de traquer un utilisateur d'un site à un autre. Cross-site, ouais. Exactement. Parce que un éditeur, un média ou n'importe quel éditeur de service d'un site a toujours le droit de poser un cookie, aura toujours le droit de poser un cookie pour suivre la navigation dans son site. Ça, on est d'accord? On est d'accord. D'accord. Donc là, on parle bien du cookie tiers qui va s'arrêter. Je crois que c'est donc hier Google qui en reparlait. Hein, je sais pas si tu as vu. Bien sûr. En disant qu'eux-mêmes allaient arrêter donc de suivre la navigation des internautes entre les sites. Donc c'est ce qui est un peu étonnant, mais qui est un peu logique parce qu'ils sentent bien que le vent est en train de tourner. Mais donc avec cette fin du cookie, et donc comment ça va vous impacter, vous, très concrètement, si ça s'arrête demain et que vous restez sur la même technologie? Vous avez beaucoup moins de données, c'est quoi l'impact? Alors, nous... Je sais qu'il y a plein de sujets derrière ça, mais... C'est un sujet passionnant, et en réalité, c'est ce qui nous anime, nous, chez Gravity, en ce moment, parce que on pense que c'est le risque numéro 1 sur notre activité, et c'est probablement une des opportunités numéro 1 aussi sur notre activité pour continuer à grandir, de réussir à craquer le sujet intelligemment.
Donc, je sais pas si je vais répondre exactement à toutes tes questions. Je reviendrai aussi sur l'annonce de Google hier parce que c'est un tout petit peu différent, mais j'essaierai de l'intégrer dans le détail de ce que notre vision. Donc, nous, notre vision sur le cookie, enfin la fin du cookie tiers, et d'ailleurs aussi le consentement, hein, ce qu'on appelle le consentless, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de plus en plus d'internautes qui vont ne pas donner leur accord au profilage publicitaire. Schématiquement, pour nous, c'est deux sujets identiques. Hein. En réalité, c'est l'adressabilité de notre solution qui est en jeu. Donc, le marché, en fait, est assez dynamique, évidemment, sur cette thématique, parce que ça concerne Gravity, mais en réalité, ça concerne littéralement tout le marché. Tout le marché des éditeurs, ouais. Et pas seulement. Je pense que ça concerne aussi les plateformes, oui, peut-être dans une moindre mesure, mais ça les concerne également. Ouais. Et donc, pour simplifier, pour nous, il y a 3 familles de solutions. Il y a toute une famille de solutions qui prend beaucoup de place dans les sites spécialisés, qui fait beaucoup de bruit, qui est tout ce qui consiste à créer des solutions de substitution aux identifiants cookies tiers. Ça peut être des identifiants déterministes, type on remplacerait le cookie tiers par des emails hachés. C'est une des solutions qui est beaucoup portée par des acteurs comme LiveRamp. C'est-à-dire on s'appuie sur des environnements logués, on isole l'adresse email comme identifiant, unique, on le hash pour pas transférer des adresses email en clair. On le hash, c'est-à-dire on le crypte. On le crypte, ouais, exactement. Ouais. Et ça devient l'identifiant cross-site de substitution au... Bon, c'est une solution qui est hyper intéressante d'un point de vue... Est-ce que c'est la solution, pardon, je t'interromps, mais d'un pass média, par exemple, c'est se dire on met en place un environnement logué commun qui permet de suivre? Alors, Pass Média n'a pas de vocation publicitaire. Hein. Historiquement, Pass Média, c'est un produit, c'est une initiative qui est portée par le GES, qui a vraiment une vocation éditoriale, à ma connaissance, et sur lequel ils ont été très clairs d'ailleurs au lancement, sur lequel ils ne souhaitaient pas lui donner une inclinaison publicitaire, en tout cas au lancement. Et ça, c'est le premier point. Et deuxième point, non, le Pass Média, c'est un moyen pour générer des logs. Qui permet derrière à l'éditeur de lui avoir une méthode de substitution pour prendre le consentement. Oui, tout à fait. C'est aussi, je pense, pour l'éditeur, le Pass Média et l'environnement logué pour un éditeur à des fins éditoriales, ça a surtout des bénéfices en termes de cross-device, par exemple, pour un même outil. Parce que finalement, tu l'as dit tout à l'heure, le first party cookie, c'est un identifiant pour un éditeur qui est exploitable, sur lequel on pourrait faire de la personnalisation. La problématique, c'est qu'il n'est pas cross-device. Ce qui est le cas en revanche de l'environnement logué quand tu es logué sur plusieurs plateformes, et si tu veux c'est inspiré par les Netflix, etc., qui te proposent des expériences sans couture quand tu passes de ton téléphone à ta tablette, à ta télé, quoi. Ouais, c'est clair. Donc les identifiants déterministes comme méthode de substitution, très efficace, beaucoup plus pérenne qu'un cookie tiers. Quelques éditeurs en France l'ont mis en place? Non, parce que c'est encore naissant. C'est-à-dire que là, déjà, il faut bien avoir en tête que la problématique de la disparition du cookie tiers, c'est horizon 2022. C'est pas demain. Alors, Google avait annoncé l'année dernière l'arrêt du support, enfin Ouais, en janvier, ils ont fait, je crois, peut-être c'est janvier 2019. J'avoue que j'ai plus les dates exactes en tête. Donc ça devait pas être. Ça va tellement vite. Chrome, le temps passe vite. Mais toi, c'est plutôt horizon 22. Le marché dit c'est un peu horizon 2022. Faut qu'on soit prêt. Oui, alors si on reprend l'historique de la fin des cookies tiers, en fait, les premiers à avoir mis un coup de canif dans les cookies tiers, c'est Apple. Apple avec Safari, ils ont créé un truc en 2017 qui s'appelait ITP, où ils ont dit bon non, c'est fini, on met plus de cookies tiers dans Safari. Ça n'a pas inquiété grand monde parce que la part de marché de Safari était moindre qu'un Chrome, par exemple. Exactement. Dans la foulée, Firefox, 2 ans après, en 2019, Firefox a sorti un produit équivalent, et là aussi. Donc ça a commencé à affoler un peu plus de monde, mais la part de marché en France de Firefox est quelque chose comme 9%, 20% Safari. Donc ça commence à faire un tiers de ton environnement. Absolument. On s'en rend pas compte d'ailleurs. Souvent, on ignore un peu le sujet, mais effectivement, on est déjà dans cette situation de cookie-less pour à peu près un tiers des utilisateurs. Et effectivement, on attendait de savoir quelle était la position de Chrome, donc le navigateur de Google. Et Chrome a fait son annonce. Alors, j'avoue que je l'ai plus en tête. Si c'est janvier 2019 ou janvier 2020. Pour moi, c'est janvier 2020. Ouais, c'est probable. Ouais. Et ils communiquent à intervalles réguliers. Donc eux, leur position, c'est de dire, on va proposer une solution de remplacement à l'utilisation des cookies tiers pour le marché de la publicité. Et cette solution, c'est Privacy Sandbox, et ça sera live, courant 2022.
Voilà. Mais après, c'est difficile d'avoir une date exacte. Et ils se sont positionnés pour le moment en disant tant qu'on n'aura pas sorti Sandbox, on gardera les cookies tiers dans Chrome. Donc on est dans cette situation-là. Donc c'est d'ailleurs, pour revenir sur les solutions, c'est une des solutions à la fin des cookies tiers, c'est de s'appuyer sur les produits que Privacy Sandbox, les API que Privacy Sandbox va proposer. Et on passerait d'une solution, mais donc le cookie tiers qui était quelque chose d'agnostique en termes de techno, enfin en tout cas qui n'était pas relié à une société, on pourrait utiliser Privacy Sandbox de Google. Alors non, je pense que c'est en tout cas, c'est pas l'intention de Google d'en faire un produit Google. D'accord, ils l'ont mis un peu à disposition du marché en disant voilà une solution un peu clean qu'on met à disposition. Ils ont sollicité le marché dans sa globalité pour participer à la rédaction des specs de ce que pourrait être demain Privacy Sandbox. Donc ils sont passés par la W3C pour consortium un peu qui gère tous les standards d'internet. Exactement, pour essayer de proposer ça et avec l'ambition à terme de potentiellement le mettre sur tous les navigateurs, pas seulement sur Chrome, et que ça devienne un nouveau standard. Comme WebKit à l'époque ou HTML5, exactement, etc. Ils ont poussé un nouveau standard qui... Exactement. Alors après, je pense qu'il y a quand même une crainte généralisée sur le conflit d'intérêts qui existe entre un Google Advertising et un Google Chrome. Mais bon, je pense que ça fait partie des solutions qu'il faut regarder de près. Donc nous, si ta question c'était nous, que fait-on chez Gravity ? On regarde les solutions déterministes. Est-ce qu'elles sont mises en place ? Non, c'est très en avance de phase, mais on voit qu'il y a des développements qui se font. Il y a des annonces régulières. L'annonce d'hier de Google dont tu parlais il y a quelques minutes, c'est une annonce qui dit que Google ne supportera pas ces initiatives d'identifiants cross-site. D'accord. Parce qu'ils veulent être all-in sur Privacy Sandbox. Donc c'est quand même une information vachement importante parce que finalement, parmi les solutions sur lesquelles nous et beaucoup de monde dans le marché bossent, il y en a une de dire Google, en fait, nous, ça nous intéresse pas, on est all-in sur l'autre, donc celle-ci, on ne la supportera pas. Voilà, elle ne sera pas supportée par les technologies de Google, qui sont ultra dominantes sur le marché. Dans le marché de la publicité. Ce qui, à mon avis, ouvre plein d'opportunités pour les technologies concurrentes de Google, d'ailleurs, parce que finalement, ils vont avoir un produit que les autres n'auront pas, enfin que Google n'aura pas. Mais je trouve que ça met quand même aussi un petit coup de canif à cette solution. Voilà. Donc à suivre. Mais donc voilà pour rebondir sur la news d'hier. Deuxième, troisième solution, c'est donc Privacy Sandbox. Troisième, c'est tout ce qui tourne autour du contextuel. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc le contextuel, il a l'avantage d'être consentless, contrairement à toutes les autres solutions qu'on a vues jusqu'à présent, qui nécessitent le consentement. Les solutions contextuelles aujourd'hui, c'est à mes yeux l'univers dans lequel il y a le plus d'innovation aujourd'hui sur le marché, en France en tout cas. D'accord. Alors peut-être pour bien l'expliquer et voir si je l'ai bien compris, donc là on change presque de paradigme en se disant il n'y a plus de suivi de données, etc. Mais c'est par rapport à un article, à un contenu, on essaye donc le contexte de ce contenu, d'imaginer qui le lit et de se dire voilà, on a réussi à faire un profiling des lecteurs de cet article et donc de proposer ce profiling aux annonceurs. C'est ça ? Ou c'est trop simplifié peut-être ? Le contextuel, c'est le modèle historique de la publicité. Tu vois, le contextuel, c'est le contexte de la page du contenu dans lequel tu vas mettre ta pub. Si tu veux cibler les CSP+, tu vas investir sur les échos. Voilà. C'est ça le contextuel, dans sa forme primitive. Donc on revient dans quelque chose de ouais, mais en fait, non, parce que justement, on est dans la réinvention du contextuel aujourd'hui, et donc il y a beaucoup de structures, dont Gravity, qui investissent sur la construction de modèles de ciblage contextuel. La manière dont nous, on l'explique à nos clients, c'est la suivante. C'est très facile de faire du contextuel strict. C'est très facile de cibler une publicité pour un vélo électrique sur une page qui parle de vélo électrique. Oui, la difficulté, les méta-tags, poser une limite par le journaliste, mots-clés, etc. Oui. La difficulté, elle réside dans la scale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'articles simultanément visités qui parlent de vélo électrique. Donc la difficulté, elle est dans l'expansion. Comment est-ce qu'on crée de la scale avec le contextuel sans dégrader la précision ? Et donc là, il y a beaucoup d'innovations. On voit des boîtes qui s'appuient sur le NLP, Natural Language Processing, pour analyser le contenu de ces articles vélo électriques, essayer d'identifier d'autres labels de content. Ça parle pas que de vélo électrique. Parle de mobilité, des nouvelles mobilités, sans citer le vélo électrique. Exactement. Comment tu fais le rapprochement ? Donc là, on parle beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle, d'IA, qui vient travailler et aider justement à lier
des articles pour avoir cet effet d'échelle, le scale dont tu parles. Ouais, exactement. Et donc, pour créer, à côté d'un contextuel strict, ce que nous, on appelle un contextuel calculé, qui est donc une forme de, je sais pas, on pourrait dire un lookalike du contextuel strict, bien sûr. qui permet d'aller chercher de la scale et essayer de pas dégrader la performance. Et donc, c'est tout l'enjeu de toutes ces boîtes aujourd'hui qui bossent sur les stratégies contextuelles, c'est répondre à des problématiques de scale et maintenir des niveaux de performance élevés. Et comme je te disais, je trouve qu'il y a beaucoup d'innovation. Nous, Gravity, je trouve qu'on est assez avancé là-dessus. On fait déjà des campagnes. On est assez. Avec quels résultats alors concrètement? Est-ce que c'est vachement tôt. C'est vachement tôt. Ouais. Mais nous, les résultats, pour le moment, ce qu'on a mesuré sur les quelques campagnes qu'on a testées sur des tests at scale, c'est que sur les KPI médias soft du type taux de visibilité, taux de clic, finalement, on est équivalent avec les campagnes cookie based. On a découvert des informations intéressantes, qui étaient évidentes, mais c'est intéressant de les démontrer. C'est que lorsqu'on active des solutions cookieless, la distribution des users par navigateur est complètement différente. C'est-à-dire que dans un modèle cookie-based, en fait, de facto, on n'adressait jamais les univers Safari, Firefox, alors que dans un univers donc tu retrouves cookie-less, une espèce de fraîcheur d'utilisateur. Je ne sais pas si c'est une fraîcheur d'utilisateur. En tout cas, tu as une distribution, un nouveau bassin, une distribution qui semble plus juste, plus proche de la réalité. Ça, t'as enlevé un gros biais, en fait. T'as enlevé un gros biais, exactement. Et le deuxième phénomène intéressant, mais qui, à mon avis, est conjoncturel et qui ne va pas durer, c'est que ces environnements Safari, Firefox sont en réalité moins chers à l'achat que les environnements cookie-based. Parce qu'il y a un niveau de compétition, comme tout le marché, en fait, se concentre sur les utilisateurs qui ont accepté les cookies tiers. Finalement, tous ces utilisateurs qui n'acceptent pas les cookies tiers, ou alors qui sont dans des environnements qui n'autorisent pas les cookies tiers. Il y a moins de compétition. Il y a énormément moins de compétition, exactement. Et donc, le media cost est plus bas. Et donc, c'est une opportunité aussi pour les clients de cibler des utilisateurs qui sont souvent moins exposés et qui se trouvent être en plus un peu moins chers. Mais effectivement, comme donc ça, c'est les premiers learnings. Et pour être tout à fait honnête, je pense que c'est tôt, c'est beaucoup trop tôt pour affirmer que c'est aussi bien, c'est moins bien, c'est 5% mieux, 10% moins bien. C'est un peu tôt à mes yeux. En tout cas, chez nous, on manque de recul, donc on va continuer à faire des tests, mais les premiers signes sont encourageants. Voilà, les premiers signes sont encourageants. Et concrètement, donc là, c'est quelque chose sur lequel vous bossez en ce moment. Là, on est en début mars. Vous faites des tests et vous avez des annonceurs qui acceptent de faire des tests, qui jouent le jeu. Bien sûr. Comment ça se passe concrètement? Je suis un annonceur. Les annonceurs. Je suis un annonceur, je viens de voir et tu me proposes de faire un test sur du cookie-less. Comment? On va exactement. Enfin, nous, tu splits ma campagne en deux en me disant je te fais une remise pour que tu testes ce truc-là. Non, j'essaye de voir le modèle économique. Comment ça se passe concrètement? Je pense que les annonceurs, eux-mêmes on sont fait concernés. Pas de remise. Les annonceurs sont intéressés pour quand même se préparer au changement. Donc ils sont plutôt intéressés de tester des nouvelles solutions et de mesurer aussi de leur côté les impacts. Donc je pense que voilà comment ça se passe de manière très concrète. Nous, on présente les solutions cookie-less, c'est standard désormais dans notre proposition commerciale. Et après, d'un point de vue très opérationnel, la bonne approche, c'est pour le moment, lorsqu'on est en phase de test, c'est de faire des A/B tests pour mesurer les écarts entre les solutions. Dans un monde qui va arriver assez vite, une fois que post 31 mars, une fois que les nouvelles directives de la CNIL qui imposent des fenêtres de demande de consentement un petit peu plus explicites, avec notamment la motion du... Je veux bien qu'on revienne dessus. J'y reviens dans 2 minutes, mais schématiquement assez vite, je pense que ce qu'on proposera, nous, aux clients, c'est de maintenir des stratégies cookie-based dans les environnements où le cookie est disponible, et pour tous les users sur lesquels nous n'avons pas le consentement, ou sur lequel le cookie tiers n'est pas autorisé, proposer une stratégie cookie-less complémentaire. D'accord. Et bien s'assurer que ce sont 2 campagnes traitées en silo l'une de l'autre, voilà, pour pas overlapper les users. Ouais. Et ça nous semble être la bonne option, mais après les clients, s'ils veulent faire que du cookie-less, ils peuvent, etc. On verra bien comment le marché évolue. Et donc cette méthode contextuelle, en fait, ce qui est beau quelque part, c'est qu'elle s'affranchit un peu de tout techno, de toute, je sais pas comment ça marche, comment on remonte ces données. Ce qui est intéressant avec le contextuel, c'est que ça ne nécessite pas de consentement. Voilà. Exactement. C'était libéré de grande force. Ouais. Et il se trouve que dans le monde dans lequel nous allons évoluer, qui est un monde post-RGPD,
et post-directive CNIL, le volume de users non consentis va être croissant. Voilà. Il va être croissant. Aujourd'hui, schématiquement... Ça, tu le dis, tu l'affirmes, c'est mécanique. Plus on va complexifier ou éclaircir au contraire éclaircir le consentement. Et là, quand je dis éclaircir, je me mets côté, évidemment, user. C'est le bon côté. Ouais, c'est le bon côté, évidemment. Moins il y aura de consentement. Et après, ça pourrait être rattrapé par le côté logué qui est avec tous les éditeurs. Avec mais le log, c'est l'enjeu majeur et stratégique de tous les mais éditeurs. Attention, le log, c'est pas le consentement, c'est différent. Le log, c'est... Tu fais passer le consentement quand même quand tu fais se créer un compte. Ça implicitement... Honnêtement, je pense que c'est questionnable, ce point. Je suis pas convaincu que, au regard du régulateur, bundle un consentement publicitaire dans un log soit valide. Je ne le crois pas. Ok, c'est une bonne question. C'est pas la solution miracle. Tu peux loguer des users, mais tu es quand même obligé de leur demander s'ils sont OK pour le profilage publicitaire et leur proposer de s'opt-out du profilage publicitaire. Voilà. Oui, donc s'il doit y avoir un éclaircissement de la fête de consentement, elle devrait être aussi présente au moment où on crée ce log. C'est vrai que je parle souvent du log comme tout le monde, c'est pas que moi, c'est comme l'Eldorado, mais c'est vrai qu'en fait, on fait un peu passer un peu en douce quelque part, mais toujours dans le cadre de la légalité, le fait que quand tu te crées un compte, t'acceptes, tu t'inscris à la newsletter et t'acceptes pour être honnête, tout un peu. Pour moi, c'est pas clair. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on interroge des juristes et des experts sur. Mais à ma connaissance, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Tu peux pas bundle le consentement dans le log. C'est pas la bonne approche. Voilà. Ça sera 2 événements séparés. Le log a des avantages pour la connaissance de ton client, effectivement, pouvoir lui proposer des contenus personnalisés, pouvoir lui proposer des expériences supérieures cross-device, pouvoir effectivement créer un lien, le solliciter par email éventuellement. Et effectivement, en créant ce lien et en l'améliorant, peut-être demain le transformer en un utilisateur consenti. Mais pour moi, c'est deux sujets orthogonaux. D'accord. Et donc, ce que tu dis, c'est que là, fin mars, donc c'est la CNIL qui va imposer d'éclaircir ce tunnel de consentement, cette fenêtre de consentement. Tu peux me en dire un petit peu plus Oui. Alors là encore, j'ai plus toutes les dates parfaitement en tête, mais suite à la mise en œuvre du RGPD, les éditeurs ont modifié la manière dont ils demandaient le consentement et ils se sont notamment appuyés sur ce qu'on appelle des consent management platforms, c'est-à-dire des interfaces. Didomi. Voilà, il y a un champion français qui est Didomi et il y en a les classiques. Il y en a plein d'autres. Quantcast, SourcePoint, etc. Il y en a plein. Mais effectivement, Didomi est français et très très présent chez les sites médias en général. Je pense qu'ils ont fait un bon carton là-dessus. Donc ces fenêtres de gestion des consentements, elles ont été observées par le régulateur et le régulateur a émis un avis sur la validité du consentement. Et leur point est le consentement. Alors, pareil, j'ai pas le vocabulaire juridique précis, mais il faut que le vocabulaire soit libre, éclairé, etc. Et donc la CNIL a été jusqu'à faire des recommandations de look and feel des interfaces. Et donc les a communiquées en septembre de l'année dernière, je pense, ou octobre de l'année dernière, a laissé 6 mois aux éditeurs pour se mettre à jour. Et donc, on est dans la dernière ligne droite, puisque c'est à la fin du mois de mars 2021 qu'il faudra basculer sur ces nouvelles interfaces. Et pour schématiser à l'extrême, ces nouvelles interfaces, ce qu'elles demandent, c'est que le bouton « Refuser », donc refuser le profilage, publicitaire, refuser un certain nombre de demandes faites par l'éditeur, dont le profilage publicitaire, qu'est-ce qui nous concerne nous, il faut que ce soit visible dès le premier écran. Le bouton refuser soit visible. Alors qu'aujourd'hui, clairement, c'est le gros bouton, c'est tout autorisé. Et de temps en temps, un bouton option manage pour aller voir dans le détail. Aujourd'hui, c'est autorisé paramétré, généralement au même niveau. Voilà. Ouais. Mais effectivement, le autorisé paramétré probablement facilite l'acceptation parce que refuser, c'est plus de clics qu'autoriser. C'est-à-dire que c'est pas au même l'effort, la friction que représente le refus. Aujourd'hui, c'est plus simple de cliquer sur autoriser parce que c'est un clic que d'aller dans paramétrer et décocher des choses et refuser. Ouais, on peut faire aussi simple que ça. Tu paramètres tout refuser, c'est 2 clics. Accepter, c'est 1 clic. Voilà. Donc mécaniquement, donc la CNIL a demandé, le régulateur, la CNIL a demandé à ce que le bouton
refusé, soit un peu plus mis en avant. Et donc, ils ont proposé 2 designs d'interface et c'est en train d'être intégré petit à petit par les éditeurs. Et donc, ça va faire qu'accélérer. Et donc, ça va mécaniquement diminuer le taux de consentement qui était très élevé. En réalité, aujourd'hui, enfin, qui est aujourd'hui très élevé, qui est 90 plus, ouais, sur les environnements cookie-based, en tout cas. Et donc là, on verra, même s'il y a des tests en cours, évidemment, les éditeurs, ils sont pas pris au dépourvu, hein. Ils font des A/B tests depuis plusieurs semaines, ils testent différents look and feel, etc., tout en restant dans le cadre proposé par la CNIL. Et voilà, et on est en train d'échanger avec eux pour mesurer l'impact réel que ça va avoir sur le taux de consentement. Ça, c'est la première étape. Et après, effectivement, il y a plus moyen terme, il y aura cette histoire de Chrome qui ne supportera pas tout ça, supportera plus, quoi. Qui supprimera tous les cookies tiers de son navigateur une fois qu'ils auront créé une solution Privacy Sandbox. Voilà. Et donc, pardon, pourquoi est-ce qu'on est allé sur le consentement ? C'est pour dire le contextuel, il a cette particularité d'être tout terrain en termes de consentement. C'est-à-dire qu'il fonctionne à la fois sur les... Et si on se projette un petit peu dans le monde de demain, en fait, on se rend compte qu'on va avoir des solutions, enfin, on va avoir des utilisateurs qui ont donné leur consentement pour du profilage publicitaire sur lesquels il y aura... du ciblage via des identifiants déterministes, ou alors du ciblage via des solutions de cohorte type Privacy Sandbox, ou alors du ciblage via des solutions type First Party Cookie. Mais tout ça nécessite le consentement. Et pour tout le reste des utilisateurs, il y a finalement, on n'a pas beaucoup d'autres options, a priori, que le contextuel, exactement. Ouais. Enfin, en tout cas, que les solutions contextuelles. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'innovation sur le contextuel, parce qu'on l'a simplifié un peu à l'extrême tout à l'heure. Mais en réalité, le contextuel, c'est pas seulement la page, ça peut être aussi ton device, ça peut être l'heure de la journée. Tu vois, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas... tout ça, qui te permettent... Voilà, sans revenir à l'individu, attention, mais... Oui, donc toujours par rapport au contenu, enfin, à celui qui est susceptible de lire ce contenu. C'est ça, en fait, le jeu, c'est d'essayer de deviner qu'il y a un contenu. Oui, enfin, ou simplement, l'objectif, c'est d'abord de générer des performances pour le client. Donc, générer des ventes, générer des visites, c'est ça. Donc après, la manière dont on y arrive, le moyen, finalement, il faut juste trouver le meilleur moyen d'y arriver. Et nous, notre vision, si tu veux, chez Gravity, du monde dans lequel on est en train d'entrer, c'est qu'on a un devoir qui est de simplification. C'est-à-dire que le métier de Gravity, c'est de commercialiser des audiences. D'accord ? On commercialise des audiences à nos clients. Voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, le véhicule qu'on utilise pour activer ces audiences, c'est un véhicule cookie tiers. Demain, on n'utilisera plus le véhicule cookie tiers. Et on sera contraint, je pense, d'utiliser en réalité une batterie de solutions qui vont de l'identifiant déterministe HTML à l'identifiant first party cookie, à des solutions de cohorte type Privacy Sandbox, à des solutions contextuelles. Et notre métier, c'est de, derrière le rideau, orchestrer l'ensemble de ces solutions en toute transparence, hein, si l'annonceur le souhaite, pour continuer à proposer des ciblages d'audience et continuer à proposer de cibler les internautes qui s'intéressent au vélo électrique. Et que ce soit le plus simple possible pour l'annonceur, qu'il n'est même pas à limite à savoir, vous, en fait, vous vendez une performance. Donc, c'est plutôt vous qui êtes emmerdé et Mediarhythmics par ricochet sur comment vous allez organiser un peu tout ça et dédupliquer et faire en sorte que ce soit simple pour un annonceur. Alors simple et transparent, parce que je te dis qu'en réalité on fait ça derrière le rideau, mais en réalité c'est au choix de l'annonceur. S'il veut avoir le détail de comment son ciblage se fait, c'est tout à fait possible. Mais je pense qu'effectivement nous, notre rôle c'est de bien identifier les solutions qui s'offrent à nous et qui s'offrent à nos clients, et d'apprendre à les mettre en œuvre et d'apprendre à les optimiser les unes contre les autres pour maximiser l'efficacité. Voilà. Ok. Et t'es confiant aujourd'hui, parce que là tu parlais des tests avec des bons résultats. Oui, en fait là pour vous, en fait l'avenir il est pas noir, il est pas gris. Vous allez réussir. Moi, à titre personnel, j'aurais préféré qu'on garde des cookies tiers. C'est un autre débat, mais bon, j'aurais préféré ça. Ouais, je trouvais que c'était un modèle qui était imparfait à plein d'égards, mais bon, bref, maintenant c'est le nouveau monde dans lequel on va opérer. En tout cas, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet parce que je trouve que l'innovation va apporter des solutions. Après, j'ai pas de boule de cristal. Je pense que les annonceurs, ils peuvent. Ça va être très intéressant de voir comment les annonceurs vont et leurs conseils d'ailleurs vont arbitrer leurs investissements entre les grandes plateformes walled garden. Est-ce que ça va leur redonner un peu plus de pouvoir ? Est-ce qu'au contraire, ça va redonner
un petit peu plus de poids aux éditeurs médias, au contenu éditorialisé, Ce serait hyper verticalisé. intéressant, tu vois. Plus tu as du bon contenu, plus tu aurais un bon contexte, plus tu aurais un inventaire. Ouais, en tout cas, c'est certain que ça revalorise ça, parce que c'est vrai que le programmatique, d'une certaine manière, a un petit peu nivelé le support. Par le bas, il suffisait d'avoir la visite, peu importe la qualité du contenu. En fait, le concept de tracking cross-site a permis de dire cet utilisateur, il est il est CSP++, lecteur, abonné des Échos, et je peux le cibler sur un média complètement commoditisé, qui est beaucoup moins cher en media cost que tel éditeur. Et donc ça, c'est certain que ça a fait du mal, d'une certaine manière, aux éditeurs. Et évidemment, les éditeurs premium, en fait, perdaient peut-être ce revenu, parce qu'en fait, on connaissait leurs lecteurs et on allait leur afficher une pub sur un site où c'était moins cher, parce qu'on arrivait à les suivre. C'est disons un peu ça, qu'ils étaient exclusifs de leur audience, et peut-être qu'il était un peu moins, et ça a certainement créé une pression sur les prix. Après, le programmatique a créé plein d'autres vertus, notamment multiplier le nombre d'annonceurs par 100, par 1000, ce qu'aucune équipe commercial n'arrivait à faire. Et donc, si tu veux mesurer le net positif-négatif du programmatique sur la monétisation digitale d'un éditeur média, il est plutôt positif. En fait, je vais te dire, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je sais pas le faire. Je pense qu'il y a plein d'avis différents sur ce sujet. Okay, c'est clair. Et c'est pas évident. Effectivement, quand tu mets toutes ces dimensions bout à bout, c'est un peu dur. Il y a du pour et du contre. Écoute, hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer ? Je voulais quand même parler rapidement sur le coronavirus, le Covid, la crise sanitaire. Dans la crise des modèles de revenus, en fait, est-ce que les éditeurs, ils n'ont pas intérêt à un moment donné à piloter leur stratégie de data pub tout seul ? Est-ce que c'est illusoire de se dire, on parlait là des Échos, leur contenu, de revenir en se disant, je vais plus travailler avec des alliances ou des choses, mais je reprends un peu le contrôle de mon contenu, comme on a certains éditeurs. Hein, je pense à un Ouzbek, Erika. Alors c'est un exemple qui me vient comme ça, mais est-ce que tu penses que c'est encore possible de piloter sa stratégie de data pub tout seul ? Oui, bien sûr, c'est possible. Hein. Il y a des acteurs internationaux, New York Times, et même nationaux, voilà, qui ont une stratégie souveraine sur la monétisation des actifs médias et des actifs data. Et c'est une stratégie. Moi, je pense qu'elle n'est pas incompatible avec les stratégies d'alliance, parce qu'en réalité, je pense qu'on n'adresse pas exactement le même marché, même si forcément on a des overlaps dans nos clients, mais on n'adresse pas tout à fait la même demande, pas tout à fait le même besoin. Et moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut tester beaucoup de dispositifs pour être présent sur quand même une chaîne de valeur qui est ultra fragmentée. Et globalement, j'ai la conviction qu'en multipliant les initiatives et donc en opérant des stratégies silos accompagnées de stratégies d'alliance, on adresse un marché plus large. Et in fine, cette fois-ci, le net est positif pour l'éditeur. Pour l'éditeur. Et ce qui fait que seul... Alors, j'avais ce projet en tête, Skyline, projet du Monde et du Figaro. Je sais pas si ça perdure toujours. Je ne suis pas allé vérifier, je t'avouerai. J'en sais rien. T'en sais rien. Je pense. Qui était aussi de l'alliance. C'est une espèce de... Comme un peu vous, mais à deux gros acteurs de PQN. C'était politique, de ne pas venir chez vous, de faire ça chez eux. Bon, j'imagine qu'ils se sentent plus forts que vous. Je ne veux pas te faire réagir. Non, je veux pas te faire réagir à ce truc-là. Mais Skyline. Pourquoi un schisme comme ça Non, mais le Monde et le Figaro, ils sont présents dans d'autres alliances. Hein, donc, c'est vraiment qu'ils n'ont pas dû se sentir confortables avec la proposition de valeur qui a été faite par Gravity. Pour être honnête, je pense que tout ça s'est joué avant mon arrivée, en réalité, chez Gravity en septembre. Ça s'est joué pendant l'été ou un peu avant l'été. Ce qui moi m'a gêné par rapport à Skyline, c'est la concomitance des annonces. C'est-à-dire que j'ai plus les dates là non plus exactement en tête, mais Skyline s'est lancé vraiment très très proche de Gravity, peut-être une semaine, enfin dans la semaine qui a suivi. Ce qui a créé une confusion sur les modèles. Et effectivement, ça a été très vite opposé par la presse spécialisée, alors que fondamentalement, c'est des projets quand même très différents. Alliance Gravity avait quand même beaucoup de moyens au lancement. Il y a une société qui a été créée. Il y a un angle qui est clairement identifié, qui est data. Et Skyline, ma compréhension, c'est que on se rapproche plutôt des modèles presse du couplage où deux acteurs qui ont une taille équivalente, qui ont un ADN très très proche, ont souhaité proposer une solution de scale, de commercialisation mutualisée, voilà, de leurs espaces. Et
Oui, donc pas la même ambition. Et c'est pas le même produit, tu vois. Et c'est tout à fait. Et c'est deux stratégies intéressantes. Il pourrait être également dans complètement. Et comme je te disais, pour moi, ça fait partie des stratégies qu'un éditeur peut utiliser. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison d'être parfaitement exclusif en silo. C'est hyper intéressant de tester des nouvelles solutions. Et globalement, moi, c'est le seul regret que j'ai vis-à-vis de Skyline, c'est qu'ils aient communiqué vraiment simultanément avec nous et que ça a créé beaucoup de confusion. Et dès le lancement. Bon, après, ça, c'est derrière vous, la porte est ouverte, j'imagine. C'était croustillant aussi, comme faire des papiers là-dessus à ce moment-là. Bien sûr, évidemment. Et bien sûr, la porte est grande ouverte. Top, le message est passé. On arrive un peu au bout de cet épisode. Je voulais juste te tourner rapidement vers... c'est quoi tes préoccupations d'avenir pour Gravity? Alors, on a parlé quand même de ces sujets qui sont très proches, cookieless, consentement. C'est quoi vos grands chantiers pour faire avancer le business? Est-ce qu'il y a d'autres choses en dehors du cookieless ou c'est votre focus? Objectivement, on est laser focus sur le cookieless. On pense qu'à ça depuis 12 mois, 18 mois. Je trouve qu'on progresse très bien et et c'est un sujet compliqué et c'est un sujet dangereux pour nous. Et pour beaucoup de monde, je pense. Et donc, il faut qu'on soit très concentré là-dessus. Enfin, objectivement, nous... Tu rencontres beaucoup tes éditeurs, vous faites un peu d'évangélisation, ils sont bien au fait, comment vous en parlez? Oui, on essaie de partager autant qu'on peut nos avancées avec nos éditeurs, avec nos actionnaires, s'ils le souhaitent. Voilà. Après, ça nous intéresse aussi d'avoir eux leur vision. Et moi, ça m'arrive régulièrement de m'organiser des calls avec des gens, enfin mes interlocuteurs au sein de l'Alliance ou même d'ailleurs à l'extérieur de l'Alliance pour partager des idées, des infos, demander des clarifications, est-ce que tu as bien compris ça, etc. Et ce qui est assez sympa, je trouve, dans cette industrie, c'est que globalement, les gens sont quand même pas avares de conseils, de réflexions, de mutualiser les idées. Et donc, on progresse collectivement tous. Et donc, évidemment, avec nos éditeurs, nos membres, au sein d'une alliance, ils sont un petit peu plus privilégiés et on va essayer d'être le plus transparent possible sur nos... Voilà, sur ce qu'on décide de faire et sur notre compréhension de l'évolution du marché. Parce qu'il y a vraiment deux étapes. D'abord, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer et les impacts, et ensuite essayer de comment on y répond, et quelle est la roadmap, etc. Et demain, d'autres services que vous allez proposer pour faire concurrence. Tu parlais des GAFAM, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu parlais en tout préambule un peu de votre offre? Est-ce qu'il y a des nouveaux services sur lesquels vous pourriez aller? Je ne sais pas si vous avez réfléchi à d'autres choses. Alors on a pas mal d'idées. J'avoue que je préfère pas trop communiquer là-dessus publiquement parce que c'est très prospectif et objectivement embryonnaire. Nous, notre actualité du moment, comme je te disais, elle est essentiellement autour de adresser les problématiques de manière pragmatique que l'ensemble de notre industrie rencontre et rester le plus pertinent possible et le plus efficace pour nos clients. Après, oui, évidemment, quand on réfléchit à plus moyen terme, on a beaucoup d'idées. Il faut d'abord passer ce cap-là, quoi. Ce cap qui va être un peu important, 6 mois. Il faut faire les choses de manière phasée, ouais. Ouais, absolument. Super, Fabien. On arrive au bout. 1 heure pile, bravo. C'était pas l'objectif, mais on y est. Sujet hyper important, on l'a dit, et technique. Donc, c'était bien que tu puisses importer un peu ton œil d'expert là-dessus. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un épisode post-cookie en 2022. Voilà, 2022 pour montrer un peu toutes les évolutions, comment ce marché s'est transformé. En tout cas, merci de t'être prêté à l'exercice. C'était un vrai plaisir. Et merci à toi. Écoute, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour d'autres sujets sur Mediarama. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.